La légende noire, pour la contextualiser un peu, on pourrait la définir comme le fait d'exagérer les aspects négatifs, parfois même en inventant des choses qui ne se sont jamais produites. Mais c'était pour donner l'impression que c'était particulièrement maléfique. Et bien sûr, ignorer ou minimiser les aspects positifs. Ce que je peux te dire, c'est que c'est particulier. Comment ce phénomène s'est-il acharné sur l'Empire espagnol? Et donc l'une des questions que je me posais était, d'accord, mais pourquoi? Cela fait longtemps que je cherche un débat avec l'un de nos chers hispanistes illustres, et cela fait longtemps que je cherche une personne qui défende le point de vue indigéniste. Je ne trouve pas cela, moi. C'était un fort indicateur que véritablement, dans le monde académique, cette façon de voir les choses n'est pas très répandue, parce que c'est un mensonge. Dans une faculté d'histoire d'une université, peu importe laquelle, dans un pays aléatoire d'Europe, personne ne défend la légende noire. Mais à Hollywood, ne pas défendre la légende noire peut te coûter ton emploi. Breaking Bad est impressionnante et se situe à la frontière du Nouveau-Mexique et du Mexique. Au Nouveau-Mexique, le désert paraît normal, mais dès qu'ils entrent au Mexique, tout devient poussiéreux avec un filtre orange pour accentuer la pauvreté. Mais ils te montrent ça parce que, d'une certaine manière, ça renforce l'idée que le Mexique est clairement un pays inférieur. C'est-à-dire un acteur ou un réalisateur qui dit publiquement ce que toi et moi sommes en train de dire, ça peut vraiment poser un problème pour sa carrière. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria, le mois d'octobre. Nous sommes centrés sur le thème de l'hispanité. Et aujourd'hui, nous recevons Diego Ponga, créateur et penseur d'un jeu vidéo appelé Plus Ultra, un jeu vidéo qui, comme il va nous l'expliquer, met en valeur les exploits de l'hispanité. Comment vas-tu, Diego? Comment tu te sens? Bienvenue. Comment ça va, Jota? Merci beaucoup de m'avoir invité. Non, mec, vraiment, le plaisir est pour moi. Ce projet en particulier m'enthousiasme. Quand on m'en a parlé, j'ai dit qu'il méritait qu'on lui consacre une émission. Parce que tout ce qui permet de contribuer un peu à la guerre culturelle, quel que soit le domaine, est le bienvenu. Dis-moi, c'est quoi le jeu vidéo et qu'est-ce qui t'a poussé à l'imaginer? Eh bien, tout d'abord, Plus Ultra Legado, c'est le nom du jeu, est un jeu vidéo qui sera disponible sur Steam et sur Nintendo Switch. D'accord, il s'agit bien de la conquête du Mexique. Fondamentalement, disons que c'est un jeu de plateforme en 2 dimensions, c'est-à-dire il s'agit de sauter de gauche à droite, mais mélangé avec de l'exploration, de l'aventure, de manière à ce que cela s'accorde très bien avec la thématique. Parce que si tu y réfléchis, ce qui est amusant dans ce type de jeu, c'est de s'immerger dans un monde inconnu sans savoir ce qu'il va y avoir, te faire ta propre carte dans la tête. Et si tu y penses, c'est exactement ce que pouvait ressentir un explorateur espagnol en arrivant dans le Nouveau Monde. Non, parce qu'il n'y avait rien de cartographié, et tu ne savais pas quels animaux il allait y avoir, tu ne savais pas quelle civilisation tu allais rencontrer, non? Alors d'une certaine manière, ça a tout de suite collé avec l'idée originale. C'est-à-dire, si je te dis la première fois que je m'assois pour écrire sur un jeu vidéo, appelé Plus Ultra, ultra ambiancé dans quelque chose de l'Empire espagnol. J'avais 16 ans, tu vois, maintenant j'en ai 33, donc il s'est passé beaucoup de temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, j'ai décidé de quitter mon travail et de monter une entreprise de jeux vidéo. Et avec une idée, et quand je réfléchis à l'idée, je ressors cette idée que j'avais quand j'étais gamin. Et je me dis d'accord, maintenant, avec ce que je sais, avec l'expérience professionnelle que j'ai, avec tout ce que j'ai appris et tout ça, comment je le ferai alors? Tout de suite, j'ai commencé à y réfléchir et à me dire d'accord. On va miser sur un style bande dessinée, on va miser sur je ne sais pas. Eh bien, concentrons-nous sur la conquête du Mexique et plus précisément sur le fait de donner beaucoup de visibilité au Tlaxcaltec. Ne pas donner une vision un peu naïve entre Cortés et Malintzin, mais plutôt se rapprocher de l'histoire réelle, n'est-ce pas? Au final, je pense qu'il y a aujourd'hui une partie importante du public qui le demande, et sûrement aussi une partie de ton audience, n'est-ce pas? Alors, on peut dire que l'idée avance un peu comme une boule de neige, non? Elle commence tout de suite à grandir très vite et je m'y consacre. Je travaille encore dans l'entreprise où j'étais, mais je consacre tout mon temps libre à lire sur la conquête du Mexique et à former une équipe. Quel livre as-tu lu sur la conquête du Mexique pour t'inspirer à écrire l'histoire de Plus Ultra Legado? Concrètement, Eh bien, écoute, plusieurs, mais ceux que je recommanderais le plus sont La Conquista de Mexico d'Ivan Vélez. Celui-là est très facile à lire, très court, mais tout est super bien expliqué, tout ce qui s'est passé est vraiment bien. Ensuite, un autre, beaucoup plus dense, qui est plutôt un livre de référence, un peu à lire par chapitre. C'est l'histoire vraie de la conquête de la Nouvelle-Espagne, de Bernal Díaz del Castillo,
qui étaient là pendant la conquête, n'est-ce pas? Et ce livre, disons que c'est la principale source primaire, que tout chercheur qui se consacre à cette partie de l'histoire doit vraiment avoir comme référence, n'est-ce pas? Ensuite, à partir de là, eh bien, tu commences à te documenter et à chercher d'autres choses, tu vois, tu avances. Par exemple, je me souviens d'un livre qui s'appelle Vaincre ou mourir, qui raconte l'histoire de la conquête, mais d'un point de vue purement militaire, c'est-à-dire quelles armes, armures, techniques de combat et stratégies ils utilisaient. Pas seulement des Espagnols, mais aussi des différents peuples indigènes qui y participaient, n'est-ce pas? Alors, cela te permet aussi, disons, d'avoir une image beaucoup plus complète, n'est-ce pas? Tu ne vois plus une simple photo, mais tout le film de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Donc, d'une certaine manière, moi, c'est ce qui m'aide. Avaler, et bien maintenant, disons, l'exercice qui est un peu complexe, hein, c'est d'accord. Il faut maintenant adapter cela au format jeu vidéo, n'est-ce pas? Et à ce type de format. Et donc, eh bien, c'est vraiment en cela que ce projet a consisté. Merde. Eh bien, mec, pour commencer, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Et mec, tu arrives? En réalité, 20 ans trop tard, j'aurais aimé l'avoir à 10 ans quand j'avais encore du temps pour les jeux vidéo. Mais je trouve que c'est une initiative extrêmement positive, parce que je considère qu'à chaque fois qu'on a reflété un aspect de l'histoire de l'Espagne, dans la culture moderne, aussi, ça a toujours été avec des nuances négatives, ces nuances négatives qui reflètent toujours notre histoire, notre culture, notre passé, pour d'une certaine manière nous faire sentir honteux. Est-ce que c'est ce qui t'a poussé peut-être à créer ce jeu vidéo? Oui, totalement. Voyons voir. Nestor, tu fais clairement référence à la légende noire, n'est-ce pas? Ainsi, pour le contextualiser un peu, on pourrait la définir comme exagérer le mauvais, exagérer le négatif. Parfois même en inventant des choses qui ne se sont pas produites, mais pour donner l'impression que c'était particulièrement maléfique. Et à bien sûr, ignorer ou minimiser le positif. C'est quelque chose en plus qui n'est pas exclusif à l'histoire de l'Espagne. Je veux dire, cela concerne n'importe quel pays relativement important ou n'importe quel acteur géopolitique relativement important. Cela s'est fait, et aujourd'hui encore, cela se fait dans de nombreux pays. Non, aujourd'hui nous avons. Nous sommes très influencés par les réseaux sociaux. Au fond, si tu y réfléchis, par des légendes noires contre certains pays, certaines idéologies et tout ça, c'est-à-dire, ou des religions aussi, également. C'est quelque chose que je veux dire, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ni quelque chose qui a commencé et s'est terminé avec l'Empire espagnol. Ce que je te dirais, c'est qu'il est particulier de voir comment ce phénomène s'est acharné sur l'Empire espagnol, c'est-à-dire l'Empire espagnol. Je crois que l'Empire espagnol a beaucoup plus souffert de la légende noire que d'autres types d'empires ou d'autres types de sociétés politiques. Et il y a quelque chose, et ça je crois que c'est palpable. L'une des questions que je me posais était « Pourquoi pas ?» C'est la première chose que tu dis, oui. Quelle a été ta conclusion? J'ai une conclusion sur pourquoi la légende noire a autant marqué. Écoute, je te dirais que là, comme toujours, il n'y a pas une seule explication ou un seul facteur, je te dirais qu'il y a un facteur important. Pour moi, de nombreux pays ont forgé leur identité en opposition à l'Empire espagnol. C'est-à-dire, si tu y réfléchis, Oui, par exemple, c'est très clair en Amérique hispanique et au Portugal. Le Portugal s'est séparé de la couronne espagnole, et on peut dire que sa raison d'être découle de cette rupture. C'est la même chose avec les Pays-Bas, si tu y penses. L'Angleterre et les pays anglo-saxons fondent leur identité sur le fait de s'être opposés à l'Empire espagnol, tout comme la France. L'Italie fonde une partie de son identité sur l'unification du pays, au détriment de Naples et de la Sicile, longtemps espagnole avant d'être italienne. Donc je pense vraiment qu'il y a un point important qui va dans ce sens. C'est-à-dire qu'une bonne partie du monde, surtout dans notre entourage, a construit son identité en opposition à l'Empire espagnol et par extension à l'hispanité. Je dirais même en grande partie contre l'Église catholique. C'est-à-dire que la légende noire contre le catholicisme et la légende noire contre l'Empire espagnol sont deux phénomènes qui vont assez souvent de pair, de pair. Oui, oui, exactement, très important, tout à fait, n'est-ce pas? C'est aussi intéressant. Si tu remarques, dès qu'une personne d'un pays sans lien avec l'Empire espagnol critique l'Église catholique, on évoque aussitôt l'Inquisition espagnole. oui. C'est-à-dire, comme tu le vois, ces deux phénomènes sont continuellement entrelacés, donc c'est aussi intéressant. Donc il faut aussi y faire face, bien sûr. Je ne suis pas là pour détruire la légende noire, tu sais. Ce n'est évidemment pas la responsabilité d'une seule personne. Mais je me disais, d'accord, il va bien falloir contrer ça d'une manière ou d'une autre, il va falloir le combattre, non
parce qu'on ne peut pas. Je veux dire, il me semble qu'on a eu une attitude un peu je m'en foutiste, ou même, à certains égards, défaitiste, c'est ça. Ah bon, oui, Hollywood nous critique beaucoup, alors c'est comme, ah ben c'est chiant, non? La vie est comme ça. Je veux ajouter quelque chose. Là, tout ce que tu as dit, je souscris à chaque mot à 100%. Mais je pense que la légende noire a eu autant de succès parce que nous, pour les hispaniques, nous l'avons faite nôtre, nous l'avons assumée nous-mêmes. Donc une chose est d'être diffamé de l'extérieur, mais que le pays ne s'approprie pas certaines idées. Ce qu'elles font, disons, c'est te faire ressentir de la honte envers toi-même. Oui, oui, oui. Ça arrive. Il existe des légendes noires sur de nombreux pays, mais en général, non. Les pays eux-mêmes continuent d'avoir une certaine fierté nationale, une fierté de leur histoire. Tu peux dire ce que tu veux aux Français, mais Napoléon, c'est Napoléon, attention, il respecte sa figure historique. Ils se sont tous précipités en masse pour critiquer Ridley Scott à cause du gâchis qu'il a fait avec le film. En Espagne, c'est toujours non, non, oui, oui, il faut demander pardon, non. Une partie de la société a accepté les mensonges de nos ennemis géopolitiques, ce qui nous affaiblit, c'est mon avis. Bien sûr, là-dessus, encore une fois, je suis totalement d'accord, mais j'apporterai aussi une autre nuance, c'est pourquoi pas, en revenant à la même question. Une explication qu'on donne souvent et qui ne me convainc pas du tout, c'est comme pourquoi? Parce qu'on est idiot, non? Parce qu'on l'a cru, qu'on a été vaincu, qu'on est faible, c'est comme ça. Ce que je dirais, c'est que je ne pense pas que ce soit vraiment ça, et que ce n'est pas simplement que les Français soient faits d'une autre trempe ou quoi. Je pense que ce phénomène existe, mais je crois que c'est parce que la France, l'histoire de la France a eu une élite qui a défendu jusqu'à récemment. Mais est-ce vraiment le cas, sa souveraineté? J'ai des doutes sur le fait qu'il continue de la défendre ou qu'il ne soit pas en train de la brader. Mais cela fait déjà longtemps que nos élites ont décidé de ne pas mener ce combat. Les afrancesados, par exemple, là on aborde un sujet très intéressant. Alors, pour revenir un peu au thème du jeu et tout ça, raconte-nous un peu l'histoire du jeu, de quoi s'agit-il? D'accord, écoute-moi, je t'explique. L'histoire du jeu, c'est-à-dire la thématique, disons l'ambiance, comme je te disais, c'est la conquête du Mexique. Mais pour ce qui est de l'intrigue du jeu lui-même, d'accord, le protagoniste est un personnage fictif, il s'appelle Don Juan, c'est un hallebardier espagnol. D'accord, il fait naufrage à un moment clé de l'histoire de la conquête. C'est lorsque les hommes de Pamphilo de Narvaez quittent Cuba pour arrêter Hernán Cortés. Beaucoup de gens ne le savent pas et le jeu joue justement sur cela, n'est-ce pas? Bien sûr, les gens ne savent pas que les Espagnols se sont affrontés entre eux sur les côtes du Mexique, précisément à cause des partisans de Cortés et des partisans de Pamphilo de Narvaez. Que défendait Narvaez? Narvaez est simplement un envoyé de la couronne pour arrêter Hernán Cortés. On considérait qu'Hernán Cortés avait désobéi à un ordre d'un supérieur et s'était soudainement mis à fonder des villes, signer des accords internationaux avec des populations indigènes inconnues dont on ignorait tout, y compris la langue. Finalement, ils décident d'y mettre fin. Ils envoient des troupes pour arrêter Hernán Cortés. Que se passe-t-il? Ces troupes arrivent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et détruisent en tout. Alors, que se passe-t-il? Nous faisons intervenir Don Juan, notre protagoniste, dont la mission initiale est d'arrêter Hernán Cortés. Donc si tu regardes bien, cela nous sert très bien. De ce dont tu parlais, la métaphore, la légende noire, c'est-à-dire la première partie du jeu. Ce que tu vas entendre, c'est que Cortés est un traître, Cortés est une sorte de rebelle, Cortés est un fou qui veut venir ici conquérir un empire inconnu, et ainsi de suite. En creusant davantage, tu découvres, ces Espagnols envoyés par la couronne sont-ils vraiment de simples nouveaux arrivants? Ils confondent tout, ils maltraitent les indigènes, mais il se trouve que les indigènes voient Ken Cortés comme un héros, tu sais? Et ça alors, et ça fait changer de perspective au protagoniste, tu sais? Là, la légende noire s'effondre et tu te retrouves avec Cortés, et c'est là que tu changes de camp. Tu aides Cortés, tu bats Pamphilo de Narvaez. Et là, l'histoire commence à, disons, à s'approfondir sur comment Don Juan. Sa vie va s'entrelacer avec les personnages historiques et les événements historiques de la conquête du Mexique. C'est incroyable, j'adore ça mon vieux. Merci beaucoup. Je vais y jouer mon vieux. Je n'ai pas de Nintendo, mais juste pour essayer. Ça en vaut la peine car je suis passionné d'histoire. Aujourd'hui, on utilise souvent Panfilo comme insulte. Ouais, exactement. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a tenté d'arrêter Cortés. Alors, tout ce jeu vidéo et tout ça, as-tu eu des difficultés à le financer? Y a-t-il eu des problèmes pour le réaliser?
Parce que généralement, je sens qu'il y a certaines forces qui ne veulent pas que les Espagnols aient de la fierté historique pour l'incroyable exploit qu'ils ont accompli. D'accord? Je vais te dire, financer un projet, toi, mec, qu'est-ce que je vais t'apprendre, non? Tu le sais mieux que moi. Ce n'est pas facile de financer un projet. Non. Ce n'est pas facile à faire, il faut frapper à beaucoup de portes. Beaucoup de portes sont fermées d'avance, beaucoup de portes. Tu sembles perdre beaucoup de temps, mais au final, ça arrive toujours. D'accord? Lever des fonds pour un projet, c'est notre quotidien. Mais bon, au début, nous avons trouvé un couple d'investisseurs qui nous ont bien aidés à démarrer et les choses ont un peu évolué. En vérité, nous avons réussi à faire progresser le jeu. Concernant ce que tu disais, en plus, bien sûr, c'est un sujet qui, disons-le, peut faire grincer des dents, pour ainsi dire. Tu sais, ouais, quand on a commencé à faire le jeu, j'étais un peu, je te l'avoue, j'étais un peu flippé, genre merde. Les gens vont s'énerver, ça va être un truc qui va commencer à faire grincer des dents. Et quand les premières bandes annonces vont sortir, les premières vidéos, les premiers commentaires, et tout ça, tu vois, peut-être qu'on va se retrouver dans une situation de crise où une polémique éclate et on ne saura pas quoi faire. Ou alors il faudra fermer la boutique, ça aurait pu arriver, non? Mais mec, je crois que ces 3 dernières années, la mentalité des gens a changé, en grande partie aussi grâce à des podcasts comme les tiens. Ce phénomène ne s'est même pas produit. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Ça a été l'inverse, n'est-ce pas? Bien sûr, en fait, tu vois, il y a eu de l'enthousiasme, tu vois. Je vais te raconter quelque chose. Il nous est arrivé quelque chose. D'accord? Une fois. C'était bien. Eh bien, nous avons rencontré une entreprise de jeux vidéo avec l'idée qu'ils pourraient peut-être nous financer. Et tout ça. Et donc la personne était, disons-le comme ça, très woke. D'accord, pas pour une raison précise, mais bon, ça se voyait, non? Et je me disais, d'accord, ça pourrait peut-être poser un problème. Alors, tout à coup, je lui explique un peu de quoi parle le jeu et tout ça. Et il dit, d'accord, ça me va, mais j'ai une question. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Et bien sûr, moi, plus ultra, je me dis d'accord. Là, il va essayer de m'accuser d'être un facho, tout ça. Et bon, je lui ai expliqué un peu comme ça que c'est la devise de l'Empire espagnol. Et c'était ça, pour aller plus loin, non? Et puis, hein, voilà, le truc habituel, non? Le non plus ultra, la Méditerranée, c'est-à-dire le détroit. C'était ça l'idée. On pense avoir atteint une limite, mais les Espagnols montrent le contraire. C'est ainsi que cela devient notre devise, non? Et cette personne me dit, ah, c'est intéressant. Mais pourquoi vous mettez une devise japonaise? Et moi, genre, plus ultra, c'est du latin, bien sûr, genre c'est du latin, tu vois, moment où je ne comprends pas. Oui, moment de bien sûr. Et la fille me dit, non, parce que ça vient d'un anime, non? Et d'accord, oui, c'est vrai qu'il y a un animé où le protagoniste a comme le pouvoir de plus ultra et je ne sais pas quoi. C'est quoi le pouvoir secret? C'est ça? Enfin, d'accord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a surpris, et ça m'est arrivé plus d'une fois, hein, ce n'est pas la première fois que quelqu'un associe plus ultra à quelque chose d'anime. Cette première fois, la toute première fois, bien sûr, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est arrivé 2 ou 3 fois de plus avec des étrangers qu'avec des Espagnols. Tu sais pourquoi? Le niveau est devenu tellement destructeur dans les sociétés européennes que les gens ne reconnaissent même plus que plus ultra soit une devise latine. Ils ne savent même pas qu'il existe un empire espagnol, ils n'y pensent même pas, ça leur est égal. Tout ce qui s'est passé avant 1990 leur paraît super ancien, tu vois. Je te dirais avant 1933. Bon, oui, d'accord, mais tu vois ce que je veux dire, non? Il y a comme une ignorance, mais une ignorance qui, d'une certaine manière, fait que ces gens-là, au fond, sont aussi des victimes, non? De cette destruction. Oui, il faut les blâmer, bien sûr. Les gens ne sont pas responsables de ne pas savoir ce genre de choses, mais la faute, en tout cas, leur revient. On revient un peu au même. Les élites qui ont permis ou qui ont encouragé cela, selon le cas. Non? Et bien sûr, cela te fait aussi comprendre que ceux qui pourraient le plus s'indigner contre ce discours, en réalité, ne savent même pas de quoi tu parles. C'est ça le problème. En réalité, c'est qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce dont tu parles. Le problème, écoute, je vais te raconter un truc. Ça fait longtemps que je cherche un débat avec l'un de nos chers hispanistes illustres, professeur. Je cherche depuis longtemps quelqu'un qui défend le point de vue indigéniste et la légende noire avec des arguments historiques. Le fait que les Espagnols, la seule chose qu'ils ont faite là-bas, ce sont des exactions, des abus, des pillages. Je ne trouve pas. C'est-à-dire, il n'y a même personne qui se soit proposé. Et moi. Pour moi, ça a été un signe fort que, véritablement, dans le monde académique,
Cette façon de voir les choses n'est pas très répandue parce que c'est faux, c'est fallacieux. Après, il y a ceux qui font plus d'autocritique, d'autres moins. Mais la légende noire, en soi, cette vision du monde selon laquelle les Espagnols n'ont fait que du mal, pillé de l'or et tout le reste, n'est défendue que par des personnes incultes. Merci, oui. Je te dirais qu'avant, tu me demandais mes conclusions sur le sujet de la légende noire et tout ça. L'une de celles que j'ai tirées en lien avec ce que tu disais, c'est que la légende noire n'est pas tant un phénomène historiographique qu'un phénomène de communication. De propagande, je l'appellerai clairement ainsi. C'est-à-dire, la légende noire n'est pas tant une question de livres d'histoire, c'est-à-dire de livres d'histoire qui auraient promu ce type de vision. Il y en a eu et il y en a encore, mais ce n'est pas fréquent. N'importe quel historien spécialiste de cette époque, de n'importe quel pays, te dira que ce sont des propagandes et qu'il ne faut pas trop y prêter attention. Mais au niveau de la communication, cette légende noire est toujours présente, c'est-à-dire, voyons si je m'explique, dans une faculté d'histoire d'une université, n'importe laquelle, dans un pays aléatoire d'Europe. Personne ne défend la légende noire, je comprends ce que tu me dis, pas à cause de ton expérience, mais à Hollywood, ne pas défendre la légende noire peut te coûter ton emploi. Tu sais, c'est-à-dire un acteur ou un réalisateur qui dit publiquement ce que toi et moi sommes en train de dire, cela peut poser un problème pour sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Pourquoi? Et on revient un peu sur une autre idée que tu avais lancée qui était le sujet géopolitique. Géopolitique. Tu ne peux pas expliquer la supériorité ou l'hégémonie culturelle des États-Unis sans Hollywood. C'est-à-dire, les États-Unis ont beaucoup de pouvoir militaire, financier, territorial, de tout type, diplomatique, tout ce que tu veux, bien sûr, mais ils ont aussi un pouvoir de communication, et beaucoup. Les principaux réseaux sociaux que nous consommons sont américains. Pratiquement tous les films que nous regardons sont américains. La musique que nous écoutons est américaine. Même le reggaeton consommé en Espagne est souvent produit à Porto Rico. Donc au final, il faut aussi le comprendre. C'est un phénomène, c'est logique. Ce sont l'empire du moment et ils essaient d'étendre leur pouvoir comme ils peuvent. C'est-à-dire, dans ce sens-là, je ne l'analyse pas, je ne le critique pas. Alors, bien sûr, tu dois te rendre compte que si tu l'analyses, non pas depuis la perspective historiographique, mais depuis la perspective communicative. Là, tu te dis, ah, bien sûr, effectivement, il y a un tas de films et de séries qui tout à coup font des clichés contre les hispaniques, contre les espagnols, contre les mexicains, par exemple. Il y a un cas, là, pour moi, c'est celui que je préfère. De ce qui est évident. Mec, tu as vu Breaking Bad? Oui, Breaking Bad a quelque chose de génial. Ça se passe à la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Mexique. Le Nouveau-Mexique, c'est les États-Unis et le Mexique. Oui, oui, je l'ai vu, c'est une de mes séries préférées. Génial. bien sûr, moi j'adore. Eh bien, mec, au Nouveau-Mexique, hein, c'est normal. C'est le désert et c'est normal. Mais quand ils passent au Mexique, tout est poussiéreux. Filtre orange. C'est juste pour te faire croire que c'est très pauvre, alors que, mec, c'est le même désert. Il y a une frontière, mais la frontière n'apparaît pas là. Je veux dire, la frontière ne crée pas de poussière jaune, tu vois? Mais il te montre ça parce que d'une certaine manière, ça renforce l'idée que le Mexique est un pays clairement inférieur, tu vois. Même dans les choses les plus subtiles, comme l'utilisation de la couleur, tu peux déjà le deviner. Ensuite, il y a des cas beaucoup plus flagrants. Enfin, je ne sais pas si tu as vu Batman Azteca, je ne sais pas si tu as vu Non, je n'ai pas vu ça de quoi tu parles. Batman Azteca. Oui, 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 ils vont faire un film. Enfin, il sort le 19 septembre. Je ne sais pas si ce podcast aura déjà été diffusé, ni si le film sera déjà sorti à ce moment-là. Mais bon, Batman Aztec, oui, oui. oui, il sera déjà en salle. Mais tu parles d'un film en salle? Non, ils ne la sortent pas sur Netflix, dis-moi que ce n'est pas sur Amazon Prime. Mais bon, c'est intéressant parce que, Et putain, il y a Batman Aztec. eh bien, que Cortés est un sanguinaire qui tue des indigènes, qu'il est double face et tout ça. Je ne l'ai pas encore vu non plus parce que ce n'est pas encore sorti au moment où on en parle. La bande-annonce montre déjà clairement que l'Aztèque défend le peuple. Bien sûr. Et surtout parce que c'est aussi quelque chose que nous avons essayé d'aborder dans le jeu. Le truc, c'est que les Aztèques n'étaient pas tous d'accord non plus, hein. Il y a quelque chose de très intéressant dès que tu commences à lire, c'est que Moctezuma, l'empereur des Mexicas, Aztèques et Mexica, étant identiques. Moctezuma s'entend très bien avec Cortés, il s'entend super bien avec lui. Moctezuma va jusqu'à prêter serment de vassalité à Charles Quint. De façon pacifique, en fait, Cortés et Moctezuma ne s'affrontent jamais sur le champ de bataille.
C'est très intéressant parce que, bien sûr, et alors, quand Moctezuma meurt, il meurt lapidé par son propre peuple, ce qui montre que les Mexicains eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas d'accord entre eux. Il y avait aussi leurs propres tensions internes, leurs propres factions qui prenaient position. Certaines, selon ma théorie, profitant de la faiblesse de Moctezuma à l'arrivée des Espagnols pour porter un coup. Un coup d'État, tuer l'empereur et en mettre un autre, eh bien évidemment, il se passe là quelque chose de très intéressant, et c'est Moctezuma. Sur son lit de mort, il demande à Cortés de veiller sur ses enfants. Parce qu'une tradition aztèque veut que lorsqu'il y a un coup d'État, on tue l'empereur. Le Waylaatuani, comme il l'appelait. Quand tu tues l'empereur, tu ne tues pas seulement l'empereur, L'empereur et toute sa famille. toute la famille. Bien sûr, il ne faudrait pas qu'un héritier apparaisse quelque part et finisse par te tuer à son tour. Alors non, bien sûr. Quand Moctezuma reçoit cette pierre et se rend compte qu'il est sur son lit de mort, il demande à Cortés de prendre soin de ses enfants, et Cortés prend soin de ses enfants. Puis cette noblesse indigène est reconnue. Et c'est très intéressant parce que cela se passe au début du XVIe siècle, mais au XVIIIe siècle. À Madrid, on construit le palais royal sur la Plaza de Orient, et on y place une statue de Moctezuma dans un endroit privilégié. Il n'y a rien de caché, n'est-ce pas? Non. À l'entrée du palais, il y a une grande statue de Moctezuma et une autre d'Atahualpa, c'est-à-dire Moctezuma et Atahualpa. Dans l'Empire espagnol, ils étaient considérés comme de grands rois d'Espagne. C'est quelque chose que, bien sûr, aucun autre empire européen n'a fait. Cela n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire, pour qu'on se fasse une idée, c'est que, voyons si je m'explique, tu t'imagines que les Américains mettent au Sénat des États-Unis ou à la Maison-Blanche. Je ne sais pas quoi te dire, mec. C'est que, non, Ce n'est pas comparable. une statue de Saddam Hussein? Impensable, non. Ce ne serait pas plutôt une statue des peaux rouges qu'ils ont systématiquement exterminée eux-mêmes. En fait, Bien sûr. au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, plusieurs présidents des États-Unis disaient « Le seul bon Indien est un Indien mort », ce qui est totalement contraire à ce qui se vivait dans l'Empire espagnol. En réalité, l'ouest des États-Unis appartenait à l'Espagne avant que les Mexicains ne le perdent après l'indépendance. C'était alors le vice-royaume de la Nouvelle-Espagne. Et en vérité, il y a là une paradoxe très curieuse. Tous les Indiens qui vivaient sur ce territoire, qui ont ensuite été systématiquement anéantis à cause du protestantisme anglo-saxon, un sujet dont les gens ne veulent pas parler, Oui, le facteur religieux est crucial. ils se rappelaient qu'avec les Espagnols, ils jouaient aux cartes et se sentaient intégrés, car les Espagnols les laissaient vivre. On dit aussi que l'évangélisation a été imposée à ceux qui ne voulaient pas être catholiques. Les gens ne réalisent pas ce qu'a fait l'Espagne. Bien sûr, Regarde, c'est pour ça que c'est très intéressant. Bien sûr, ici, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre déjà un autre sujet qui est le sujet religieux. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas tellement cela, parce que nous sommes aussi les enfants de notre époque et dans notre époque. En Europe, ce sont des sociétés très sécularisées, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de religion. Et je m'explique, aujourd'hui, la religion majoritaire en Espagne, c'est le nihilisme. Dire, c'est peut-être très personnel, mais je pense qu'on ne peut pas vivre sans religion. Pas forcément le christianisme, l'islam ou autre, mais la religion est essentielle à toute société. C'est-à-dire, c'est comme, eh bien, de la même manière que toute société doit avoir des habitants, sinon ce ne serait pas une société. Elle doit avoir un certain nombre d'éléments, disons une vision anthropologique et un cadre moral qui donne de la cohésion à la société. C'est ce que nous appelons la religion. En fait, religion vient de relier, cela vient de rassembler la société. Alors, que peux-tu dire, par exemple, des États-Unis qui ont une énorme pluralité d'églises de protestantes? En réalité, ce qui relie la société, au fond, c'est la pensée que tout se résout avec la liberté et la démocratie. Tu peux le critiquer et cela peut te sembler bien, mal ou moyen, mais je dirais que c'est une approche très religieuse. Le religieux n'implique pas nécessairement la croyance en un transcendantal. Mais regarde par exemple, toi qui as beaucoup critiqué le gauchisme, l'un des points centraux du gauchisme ces 3 ou 4 dernières années. Ça a été qu'on peut naître dans un mauvais corps, ce qui signifie que tu existes avant de naître dans un corps. C'est la préexistence de l'âme, une notion religieuse, tu sais. Donc je reviens à la même chose. Croire que nous avons dépassé les religions et qu'il n'y a plus de religion ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est quelque chose de très propre à notre époque, mais ce n'est pas pour autant que c'est vrai. Maintenant, pour revenir un peu à l'époque dont nous parlions, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, il y a ici un point très important, c'est le schisme luthérien. Et ensuite toute la réforme protestante et tout ce qui va englober l'Église catholique. D'ailleurs, catholique signifie universel.
il y a un point très important, c'est de considérer que puisque tous les hommes sont enfants de Dieu et qu'il n'existe pas de différence de race, c'est que même le terme race et l'usage qui en a été fait sont venus plus tard, surtout depuis des pays protestants ou des pays fortement influencés par le protestantisme. Cela, dans le monde catholique, n'avait jamais existé. L'idée a toujours été d'intégrer les peuples. En fait, Rome, l'Empire romain, dont le catholicisme s'inspire directement de la Grèce et de Rome, c'est justement l'intégration de peuples de cultures complètement différentes. Que faisaient les Romains alors? Il existait de nombreuses religions païennes, etc. Oui, en fait, ils ont créé un panthéon commun dans tout le bassin méditerranéen, réuni dans le culte de l'empereur. Ainsi, selon la définition que je t'ai donnée, la religion commune en Méditerranée était le culte de l'empereur romain. Les chrétiens défient cela, d'où leur envoi au lion, jusqu'à la conversion de l'Empire. Quand celui-ci se convertit, il y a déjà eu ce grand... Disons, ce n'est pas une homogénéisation. Le mot que je cherche, c'est, disons, une sorte de cohésion de toute la société autour d'une série de valeurs. L'arrivée du christianisme renforce encore cela, n'est-ce pas? Alors, qu'arrive-t-il à ces hommes? De plus, tiens compte du fait que nous sommes en pleine Renaissance. C'est-à-dire que les gens récupèrent dans ces idées. Justement, ces empires sont en train de les récupérer. Les gens dans les élites intellectuelles parlent tout le temps de la Grèce et de Rome. C'est-à-dire que ces idées sont en permanence présentes, n'est-ce pas? Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Quand Cortés arrive au Mexique, il se voit lui-même comme Alexandre le Grand. Et ce n'est pas une blague. C'est-à-dire, lui-même commence à imiter Alexandre le Grand. Si tu regardes ce que faisait Alexandre le Grand, il mariait ses généraux avec les princesses des terres qu'il conquit, avec une princesse perse, avec une princesse mède, avec une autre comme ça. C'est ce que fait Cortés. Il marie ses hommes à des princesses totonaques, tlaxcaltèques et mexicains. Pourquoi? C'est sa façon d'intégrer. Il a également brûlé les navires, comme Alexandre le Grand. Bon, là il faut dire qu'en réalité il démonte les navires, il ne les brûle pas. Ah, d'accord. C'est Alexandre qui les a brûlés. Ça, on l'a un peu romancé, un peu exagéré. Tu vois, même là-dessus, il y a une similitude. Bien sûr, alors c'est ça. Il marie ses hommes avec ses princesses. Lui-même a cette idée que ce qu'il faut faire, c'est reproduire l'Espagne. C'est lui qui nomme ce que nous appelons aujourd'hui le Mexique, en le désignant comme la Nouvelle Espagne, avec l'idée d'y recréer l'Espagne. Parenthèse, beaucoup disent qu'à l'époque l'Espagne n'existait pas. Alors pourquoi Cortés a-t-il nommé cela Nouvelle Espagne? C'était divin. Je ne vois pas l'avenir, donc cela aussi est important, n'est-ce pas? Alors, lui, d'une certaine manière, il se considère comme l'héritier d'un héritage millénaire gréco-latin, d'une part, et chrétien catholique, d'autre part. Et il doit intégrer les peuples. Comment intègre-t-on les peuples? Avec deux choses. Tout d'abord, le droit romain, et ensuite le baptême, c'est-à-dire faire partie d'une même communauté religieuse. Et le métissage? Le métissage est aussi essentiel, et il précède Cortés. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans le propre testament d'Isabelle la catholique, on parle déjà du métissage. Isabelle la catholique dit déjà « mariez-vous ». Des Espagnols avec des Indiennes et des Indiens avec des Espagnols, c'est ce qu'Isabelle la catholique dit très clairement, et tu vois, Isabelle la catholique meurt bien avant la conquête du Mexique. Donc, l'Espagne. À ce moment, elle n'avait que peu de place dans les Antilles, et peu de choses étaient arrivées, mais l'idée de se mélanger existait déjà. Prends aussi en compte que l'Espagne a une expérience préalable qui est à la Reconquista. Pendant la Reconquista, il y a eu une chose, c'est qu'en Al-Andalus, il n'y a pratiquement pas eu de métissage. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux religions, l'islam et le christianisme. Les chrétiens n'épousaient pas les musulmans, et les musulmans n'épousaient pas les chrétiens. Des cas ont existé, mais ce n'était pas la norme. Qu'est-ce qui se passe? Le critère n'a jamais été ethnique, racial ou biologique, ces catégories ne comptaient pas là-bas. Ce qui importait, c'était la religion, et tu épousais des personnes de ta religion. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au Mexique et qu'on fait justement cela? On les baptise en lien avec l'imposition de la religion. Voyons, il y a beaucoup de mythes ici, c'est vrai aussi. C'est-à-dire, il est vrai que la religion a été imposée, bien sûr. Les religions s'imposent, c'est-à-dire, et nous allons voir. C'est aussi ce dont nous parlions tout à l'heure. L'Empire romain se convertit au christianisme. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, parce que l'empereur se convertit et l'impose. Et ce qui se passe ensuite, c'est que les gens s'imaginent, quand tu dis le mot « imposer », qu'on dirait qu'ils sont allés tirer sur les gens pour qu'ils vraiment se crucifient. Ce n'était pas comme ça, c'est, disons, la fausseté. Qu'est-ce qui se passe?
que l'évangélisation commence d'abord par amener plein de frères qui, ce qu'ils font, c'est apprendre les langues des indigènes. Il n'y a pas de destruction massive de temples. Initialement parce que on essaie, disons, de ne pas mettre la population locale à dos, en fait. Au début, bien sûr, au début, il y a un moment. En fait, c'est Bernal Diaz del Castillo Cortés qui le raconte. Et ces hommes, quand ils commencent à arriver là-bas, ils s'enfoncent à l'intérieur du continent et voient-ils toutes sortes de rituels d'anthropophagie, de sacrifices humains, des choses très glauques, qui devaient vraiment être assez impressionnantes. Ça devait vraiment mettre mal à l'aise. Pas rien, hein? Pas rien, hein? Bien sûr, c'est la première chose qu'ils disent instinctivement. Il y avait aussi de grandes statues, des idoles couvertes de sang, etc. Instinctivement, tu penses, il faut tout raser, non? C'est ce qui te vient d'abord à l'esprit. Et celui qui les arrête, c'est justement frère Barthélemy de Olmedo, qui est un moine mercédaire, c'est-à-dire un religieux. Le stéréotype voudrait que ce soit justement le curé qui soit là à essayer de forcer les gens à croire. Et là, c'est l'inverse. Et pourquoi c'est l'inverse? Lou, Bien sûr, parce que c'est le plus instruit et c'est celui qui connaît parfaitement l'expérience qu'il y a eu en Espagne, avec l'islam. Et donc ce qu'il dit, c'est non, si nous commençons à détruire leur temple, nous allons avoir la population locale contre nous. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord établir le pouvoir ici, c'est-à-dire calmer les choses, pacifier la région, disons, faire en sorte que le pouvoir de la couronne arrive ici. Et une fois que nous aurons cela, ce qu'il faut faire, c'est apprendre leur langue. Et c'est ce qui est fait. En fait, tu sais très bien que des langues comme le nahuatl, le quechua, le purépecha, l'aymara ont une grammaire écrite. Avant des langues comme l'allemand ou l'anglais, aujourd'hui jugées bien plus importantes que le nahuatl. Aujourd'hui, elles le sont, à cette époque, elles ne l'étaient pas. on ignore souvent l'importance littéraire de l'Espagne. Bien sûr, c'est-à-dire, et ce sont surtout des moines qui le font. Et pourquoi ce sont des moines qui le font? Parce que non seulement, évidemment, il faut communiquer avec les autochtones, ce qui est déjà une raison suffisante, mais aussi parce qu'il faut que les autochtones comprennent que cet empire repose sur un certain nombre de fondements. Comme je te le disais, une religion intégratrice, anthropologique et morale, pour faire partie de cela, il faut le comprendre et il faut te l'expliquer, et c'est ce qui est fait. En fait, la conséquence de cela, c'est que les indigènes sont exclus du tribunal de l'Inquisition. Tout à l'heure, nous parlions du mythe de l'Inquisition espagnole, etc., qui revient souvent. Eh bien, les indigènes ont été délibérément exclus parce qu'on considérait que c'était une absurdité. Comment vas-tu juger un type qui vient tout juste de se convertir? Tu ne peux pas le juger parce qu'évidemment, il va se convertir, il va commettre des erreurs. Oui. D'ailleurs, en parlant un peu de l'Inquisition espagnole, c'est l'une des plus grandes légendes noires qui existent. Quel est le registre officiel des morts causés par l'Inquisition en plus de 2 siècles? Écoute, je n'ai pas étudié ça en profondeur, mais c'est vrai que les gens qui connaissent bien le sujet disent que c'est quelque chose comme ça. Je pense que c'est plutôt environ 3000 personnes sur 3 siècles. Dans tout l'Empire espagnol, qui représentait presque la moitié du monde, c'était l'un des plus grands empires de l'histoire. Eh bien, c'est vraiment peu. C'est-à-dire, 100 exécutés par an à une époque où l'on exécutait beaucoup, c'est vraiment peu. Tu dois prendre en compte que si l'on parle de 3000 personnes, mais imagine que ce soit le double, imagine que ce soit 6000 ou même 10 fois plus, 30 000. Dis-moi combien de personnes sont mortes pendant la réforme protestante. Tu sais, combien de personnes ont été persécutées par les luthériens et les calvinistes dans le nord de l'Europe? Combien de personnes ont été tuées par les Anglais et les Écossais calvinistes? Bien sûr, là, on risque d'entrer dans une guerre de chiffres. C'est très difficile à défendre. Franchement, c'est tout ce que je pense. L'Inquisition réelle fut menée par les protestants, qui se sont rebellés contre l'Église catholique et déclenché une vague de sang en Europe, un fait aujourd'hui peu évoqué. Bien sûr, tu sais, on revient toujours à la même chose. Les sociétés s'organisent autour de cadres anthropologiques et moraux qu'on appelle la religion. Donc, si tu proposes une alternative anthropologique et morale, tu as la possibilité de diviser la société en 2 ou en 3, selon le nombre d'alternatives que tu proposes. Pourquoi nos sociétés sont-elles si désorganisées aujourd'hui? Parfois, on a l'impression qu'il y a trop d'alternatives, que n'importe qui, ou toi et moi, pouvons créer notre propre religion. C'était autrefois inimaginable et l'est encore dans de nombreux pays. Pourquoi? Parce qu'on considère que non, parce que alors tu romps avec la société et on estime qu'il y a un bien supérieur, qui est de faire partie d'une communauté. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, la réforme rompt complètement avec cela, et elle brise l'Europe, elle brise l'Europe. Oui, tu pourrais dire que cela avait déjà été rompu avec le schisme d'Orient, pas avec les orthodoxes, mais regarde, les orthodoxes, bien qu'ils soient schismatiques, ils ont
Ils gardent des liens avec Rome. Bien sûr. C'est-à-dire, même s'ils ne reconnaissent pas le pape comme chef de l'Église et qu'ils ont une Église, disons, qui a évolué en parallèle. Malgré cela, le cadre anthropologique et moral ne change pas. Tout est identique. C'est-à-dire, tu vas dans un petit village de Russie et tu vas dans un petit village d'Estrémadure, et c'est pareil. Oui, l'esthétique et tout ça des temples est différente. Mais la morale que le curé enseigne le dimanche à la messe est plus ou moins identique, hein? Oui, c'est la sœur naturelle de l'Église de Rome, c'est l'Église orthodoxe. Exactement. Si tu vas à l'équivalent protestant dans la Bible Belt aux États-Unis, tu as un cadre complètement différent, complètement différent. Totalement. Et le protestantisme a évolué jusqu'à des points assez extrêmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, n'importe qui peut, aux États-Unis précisément, avoir une église protestante qui défend même le mariage et l'adoption entre personnes du même sexe, alors que cela est formellement interdit dans la Bible chrétienne. Je ne sais pas, il y a tellement de choses étranges, comme essayer d'être chrétien tout en se fichant complètement de tout ce que dit le Christ. Littéralement, Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, ça voyons. C'est que non. nous ne portons pas de jugement de valeur. Non. Nous ne disons pas que c'est très clair. Je vais te donner une analyse strictement rationnelle, et oui, analytique. Ce n'est pas une analyse exacte. Regarde ce que je te disais. Si tu as la capacité de créer un nouveau cadre anthropologique et moral pour modifier la société selon tes intérêts politiques, économiques et financiers, ça va t'intéresser énormément, 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 énormément. Contrôler la religion, donc c'est pour ça que les grands pouvoirs ont toujours essayé de contrôler les pouvoirs religieux. D'accord, en grande partie. En fait, on pourrait dire que le wokisme a été une tentative d'imposer. Ce n'est pas une nouvelle religion à part entière. Je dirais qu'aujourd'hui, en 2025, je touche du bois. C'est un peu en perte de vitesse, mais il y a 2 ans, on ne pensait pas que c'était en perte de vitesse. Il y a seulement 2 ans, hein. Donc peut-être que dans 2 ans, voyons où nous en serons complètement. C'est vraiment en perte de vitesse. Ça te montre aussi à quelle vitesse ces choses évoluent, hein. On croit que jamais. La société change d'avis et change à une vitesse stupéfiante. Parfois, elle peut rester 2000 ans sans changer d'idée, et puis en 2 semaines, tout change. Je veux dire, ensuite, les sociétés ont une très haute estime d'elles-mêmes. Mais en réalité, nous sommes très facilement manipulables, non? Et par exemple, aux États-Unis, il se passe une chose, c'est que beaucoup d'églises que protestantes, surtout les petites, ne sont pas des organisations à but non lucratif. Elles fonctionnent comme des SLS, ce qui fait qu'elles peuvent être achetées et vendues. Très souvent, elles sont achetées par des personnes, je vais le dire poliment, par des personnes qui ne sont même pas chrétiennes. Tout ce qui se passe là-bas dans la religion fait vraiment très peur. Donc excuse-moi de t'interrompre, mais rends-toi compte aussi que beaucoup de ces visions que l'on pourrait qualifier d'hérétiques, c'est-à-dire éloignées de ce que cette religion dit vraiment. Il peut y avoir un intérêt derrière qui est de pousser la société ou certains secteurs de la société dans un coin, parce qu'il y a quelqu'un à qui cela profite totalement. Pour revenir au jeu, Dis-moi. Nous parlions des problèmes que tu as eus pour obtenir le financement afin de mener à bien le projet, mais finalement, ça a marché. C'est ça. Décris-nous l'aventure pour mener ce projet. Quand le jeu sort-il? Eh bien, écoute, je vais t'expliquer plus ou moins, comme je te l'avais dit, pendant mon temps libre, je lisais, je montais une équipe, je cherchais des financements. Finalement, je trouve un peu ce qu'il faut et à la fin de 2021, en décembre, on commence vraiment à travailler sérieusement dessus, non? Donc ça fait un peu plus de 3 ans, non? En 2022, nous faisons un travail, disons, je pourrais te dire comment j'avance. Production. C'est-à-dire, on est déjà en train de produire le jeu, mais surtout on réfléchit à comment sera la carte du jeu, quel sera le style artistique du jeu. Et là, des choses commencent à émerger. Nous avions décidé que ce serait un style bande dessinée, Monsaya. Mais il y a beaucoup de styles de bande dessinée, non? C'est-à-dire, tu peux aller du manga jusqu'à Mortadelo et Filémon. Nous avons choisi un style proche de Tintin, car personne ne l'avait encore fait. Nous avons analysé des jeux vidéo et tout le monde, quand il s'agit de bande dessinée, choisit soit le style Marvel et DC, c'est-à-dire les super-héros américains, soit le manga japonais. Personne ne faisait rien d'autre, alors nous avons accepté de faire de la bande dessinée européenne et tenter d'imiter le style des BD de Tintin. C'était cool, et nous avons eu l'idée que chaque pièce du jeu soit une case de bande dessinée. Pour que ça donne l'impression que, au lieu de naviguer dans le monde, tu navigues Dans la bande dessinée? dans une bande dessinée comme un livre ouvert. Eh bien, cela a vraiment plu.
Non, c'est quelque chose qui, je te le dis, était né un peu par accident et improvisation. Et tout s'est passé ainsi, non? Et ça, si un jour tu réinterviews quelqu'un qui fait des jeux vidéo, tu verras que c'est quelque chose que les gens disent souvent. Non, c'est que ça a directement surgi par accident, c'est-à-dire que tout à coup, quelqu'un y a pensé. Ce jour-là, on l'a essayé, c'était cool. C'est fréquent dans le secteur des jeux vidéo? En permanence, c'est très créatif dans ce sens-là. Tu es tout le temps en train d'essayer des choses pour voir ce que ça donne. Parfois, ça ne rend pas bien, parfois c'est raté, puis soudain, une erreur surgit. Quelqu'un a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et tu te dis mince, attends, voyons. Explorons, voyons le résultat. Et c'est réussi. Et ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, regarde, nous avons eu notre première, l'année suivante après avoir commencé, nous avons eu une première, disons, exposition publique à Bilbao lors d'un salon du jeu vidéo. Et bien sûr, je devais être sincère, c'est-à-dire que j'allais un peu à Bilbao, un peu flippé, parce que je me disais, merde, au final, on est en train de présenter un jeu sur l'Empire espagnol. Et Bilbao est une ville où, eh bien, il y a beaucoup de gens qui peuvent te sentir un peu dérangé. Il y a une forte idéologie nationaliste basque, ce qui peut heurter leur vision. J'y allais donc un peu flippé, en me disant peut-être, je sais pas, on risque d'avoir un problème ou que quelqu'un dise quelque chose? Mec, non, pas du tout. Les gens ont adoré le jeu, les 500 personnes venues ont pu y jouer sur notre stand. Et il y avait toujours des gens qui arrivaient en disant, waouh, c'est trop cool, ça parle de quoi? De l'Empire espagnol, génial, la conquête du Mexique, super. Puis un autre s'approchait et te disait. Et en plus, il y a eu un jour où l'endroit où on était, le stand, était à côté de San Mamés et il y avait eu un match. Alors tu te retrouvais avec des gens qui portaient l'écharpe comme ça, avec la curigna et l'écusson de l'athlétique, et ils venaient te voir et te disaient, mec, j'adore les tercios, je ne sais pas quoi, j'adore l'Empire espagnol. Et je disais, putain, écoute, bah tu vois, moi je venais un peu avec une idée, un peu oui. Beaucoup de gens du Pays Basque me suivent encore. Bien sûr. Du coup, tu comprends autre chose, et c'est putain. De la même manière que moi, j'ai dû lutter contre la légende noire, contre l'Empire espagnol, contre l'Espagne, contre le monde catholique. Combien de fois ai-je entendu des exagérations sur les gens de Bilbao ou sur les Basques en général? Et au final, tu te dis, non mec, les gens sont super sympas, très compréhensifs, et ils ont vraiment adoré le jeu. Tu sais ce que je pense? Dis-moi. Tant que tu n'essaies pas ou ne fais pas ce genre de choses, tu ne peux pas savoir. Moi, à chaque fois, je raconte mon expérience personnelle liée à ce qui t'est arrivé à Bilbao. Je m'étais préparé à ce que toute l'Espagne me déteste. Franchement, mec, je reçois très peu de haine, beaucoup plus d'amour et d'affection. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Qu'on doit être courageux et oser complètement, parce qu'à la fin de la journée, il y a une masse endormie. À qui la politique fait croire qu'elle est une minorité, les médias lui font croire qu'elle est une minorité, le système en général lui fait croire qu'elle est une minorité, mais en réalité, nous sommes la majorité. Et je m'en rends compte à chaque endroit où je vais, à chaque lieu où je mets les pieds. Et c'est vrai qu'il est probable qu'il nous ait complètement divisés. Parce que si nous regardons autour de nous et que nous nous rendons compte que nous sommes nombreux à avoir cette inquiétude, cet amour pour notre patrie, cet amour pour notre histoire, Total. à la fin de la journée, nous retrouverons quelque chose de très précieux, qui est la fierté d'avoir des racines, la fierté d'avoir un enracinement, la fierté de venir d'où nous venons. Et nous avons des raisons d'être fiers. Totalement, 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 totalement. Je suis totalement d'accord. En fait, tu vois, il commence à se passer quelque chose chez les générations plus jeunes, c'est que, bien sûr, eux, c'est-à-dire notre génération et celle de nos parents, se sont progressivement détachés, disons, de tout cet héritage culturel dont tu parlais, n'est-ce pas? Bien sûr, les jeunes générations sont déjà très détachées. Et curieusement, il existe un phénomène de jeunes qui essaient de récupérer cet héritage, parce qu'ils considèrent qu'on les en a privés. Et ce n'est pas un phénomène strictement espagnol. Cela se produit, je te dirais, dans toute société européenne. Oui, et dans certains pays, peut-être plus que dans d'autres. Il n'y a pas de pays, par exemple, peut-être en Pologne, peut-être en Hongrie. Ce sont des cas très particuliers aussi, parce qu'ils ont eu une histoire différente. Mais bon, moi je crois que ce phénomène existe. Il est parfaitement compréhensible qu'il se produise. Et je pense aussi qu'il y a un aspect qui est une réaction au bouquisme. Dans le sens de beaucoup de gens, je pense que sans être particulièrement d'aucune idéologie ou sans y avoir trop réfléchi, le bouquisme leur a. Ça a déclenché une alarme et a fait dire, mec, peut-être qu'on va trop loin avec ça, tu vois. C'est-à-dire, peut-être que le fait de ne plus avoir aucun attachement ni rien, ça nous échappe complètement des mains. Et ça, si on laisse continuer comme ça, La réaction va être très forte, même très forte, pour les personnes qui ont des idées, disons, conservatrices, ou une façon de comprendre le monde où il faut savoir d'où l'on vient et ne pas tout casser parce qu'à la fin de la journée,
Je crois qu'il n'y a rien de plus arrogant que la génération actuelle qui se croit investie de l'autorité morale de juger avec aisance. Depuis le XXIe siècle, tous nos ancêtres qui ont traversé la mer sur une barque. Aujourd'hui, la flottille de Palestine, avec un bateau de nouvelle génération, prend la mer. Il tombe quelques gouttes et ils retournent à Barcelone à cause de la tempête. Et nos ancêtres ont traversé une mer inconnue et inexplorée avec des voiles et du bois. Bien sûr, c'est un bon exemple. Regarde, la perception que les gens ont de leurs élites en Europe et en Amérique n'est absolument pas positive. N'est-ce pas? La perception que les gens ont des élites, c'est d'abord qu'elles sont très fausses. C'est ce que tu dis, là, qu'elles montent leur petite flottille et tout ça, et qu'elles font semblant. Je ne sais pas, on sort, on revient une demi-heure après, puis non, on sort vraiment, on s'arrête. On s'arrête à Ibiza, j'allais le dire, on s'arrête à Ibiza Free Palestine, au rythme de la techno et avec quelques cuillères en plus. Bien sûr, hein, je veux dire, mais ce n'est pas un cas unique. Si tu veux, c'est un cas. Parce que maintenant, ça arrive beaucoup, parce que c'est très exagéré. Mais à plus petite échelle, ça se passe depuis longtemps, et bien sûr, les gens en ont un peu marre. Ensuite, en plus, tu as ce phénomène qui se produit dans nos sociétés, en Europe et en Amérique, depuis de nombreuses années, des décennies. Je devrais dire ce que c'est? Soudain, un parti politique arrive et on croit tous que ça va être. C'est le Messie qui vient résoudre tous les problèmes, puis c'est la déception. Le père devient une partie de l'élite. Soudain, un nouveau parti arrive et tout le monde veut voter pour lui, espérant qu'il réglera les choses. C'est déjà la 7e ou 8e fois. Et là, les gens cessent de simplement d'y croire. Oui, une question que je veux te poser, Diego. Quelle a été la motivation principale pour lancer ce projet ou quelle en a été la raison? C'est-à-dire, si tu devais définir une seule raison, une seule, qui t'a poussé à demander un financement, te prendre la tête, lire tous les livres, tout le travail que cela implique, je peux très bien te comprendre en tant qu'entrepreneur, puisque je le suis aussi, tout ce que cela implique de lancer un projet. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer Plus Ultra Legado? Je vais te dire deux choses, mais tout ramène à la première. Depuis l'enfance, j'ai toujours su que je suis fait pour créer des jeux vidéo. C'est vraiment ce que j'aime dans la vie, c'est vraiment ce que je pense savoir bien faire, c'est vraiment ce dont je peux me sentir sûr. Je sais que je vais le faire, bien le faire, coûte que coûte, d'un côté comme de l'autre, en même temps. Ma façon de faire, c'est que je dois utiliser cette condition que je viens de te décrire pour un bien plus grand. C'est-à-dire, on ne peut pas, bien sûr, se dégonfler et dire non, je ne le ferai jamais parce que peut-être que j'échouerai et tout ça. Oui, c'est légitime, allons-y avec courage, mais je ne le ferai pas juste par envie. Peut-être pour une position plus confortable dans la société, je ne sais pas. Obtenir un salaire X, ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire, il faut aussi chercher à faire du bien à la société qui nous entoure. Indéhant? Et c'est-à-dire, parce que, tu vois, je pourrais être en train de faire un jeu de, je ne sais pas, un jeu de combat ou un jeu de ninja ou quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? En grande partie parce que je pense aussi que c'est une bonne idée de changer la perspective des gens à travers une nouvelle forme de communication, comme le jeu vidéo. Je pense que nous, les hispaniques, avons raté le train du cinéma pour le meilleur ou pour le pire. Essayons d'arriver à temps pour celui du jeu vidéo. Je ne crois pas que je ne sois pas d'accord avec toi, hein? On peut déjà me faire dans le cinéma aussi, Non, on ne peut pas faire. mais à travers imagine une... Mais le problème, c'est qu'on est arrivé très tard. Voilà. Non, Non, tu crois que non? non. Non. Je ne suis pas d'accord, je vais t'expliquer. D'accord? Une super production qu'un entrepreneur, une personne à qui tout réussit, en fait, je te dis que c'est l'un de mes projets. Ah, d'accord, d'accord, tu es en train de dévoiler des informations confidentielles. Je veux être scénariste de séries et de films C'est génial, mec. et pouvoir les produire. Mon objectif est de capitaliser au maximum. Partir d'Espagne, car ici c'est impossible, ils t'embêtent sans cesse. Et une de mes passions a été de créer des séries, de créer des personnages. J'ai même commencé un projet d'écriture d'un roman quand j'avais 14 ans, un roman médiéval. C'est fou, non? Je me suis beaucoup inspiré de La Flèche Noire de Stevenson. Et je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que nous sommes arrivés trop tard dans le train du cinéma. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'initiative privée, que le cinéma espagnol est subventionné par l'État. Est-il compliqué que ce type de guerre culturelle vienne de là-bas, sur grand écran ou petit écran, à travers des séries? Mais crois-moi, avec tout cet essor actuel, le récit qu'on m'a raconté et cette histoire de légende noire ne collent pas. Regarde les cathédrales, les chemins, comment ces gens, c'est possible.
Mais si je parle espagnol, si je m'appelle Fernando, détester l'hispanophone, l'hispanité, c'est se détester soi-même. Et beaucoup de gens s'en rendent compte. Zunzunegui au Mexique, Marcelo Gullo en Argentine, César Pérez Guevara au Venezuela, plein d'hispanistes sont en train de naître. Pourquoi? Parce que le récit n'a aucun sens. Je pense qu'il viendra un moment où nous conquérons aussi le cinéma et les séries. Et si tout se passe bien, et surtout, si Dieu le veut, je serai là présent parce que c'est l'un de mes projets à très long terme. Je dois te dire, ce n'est ni à court ni à moyen terme. Je trouve ça génial, hein? Je trouve ça vraiment génial. Ce que je disais, d'accord? La question, c'est si tu veux nous faire entrer dans le monde du cinéma. En ce moment, le cinéma est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus standardisé. Je veux dire, il y a beaucoup plus de choses dans le jeu vidéo. Tu peux encore trouver un filon, tu peux avoir plus de domaines. Oui, C'est vrai. voici ce que je pense. Le cinéma, c'est déjà un peu comme lutter contre une hydre à 7 têtes, non? Mais dans le jeu vidéo, il y a encore beaucoup d'innovations, on peut encore gratter, s'impliquer et se faufiler à temps. Tu vois, c'est un peu comme courir pour voir si, oui ou non, on arrive à monter dans le wagon du métro à la dernière seconde. Et je te dis une chose, je te suis extrêmement reconnaissant de l'avoir fait. Merci beaucoup. Vraiment, il faut être sur tous les fronts. T'as raison, en le voyant sous cet angle, pour le cinéma, il faut se battre très fort et surtout, il faut se battre avec beaucoup de détermination. Oui, bien sûr. Il faut tout donner, C'est ça, un point important. beaucoup. Je ne sais pas combien le jeu a coûté, je ne sais pas, mais je te garantis que non. Je pense que faire une série qui se déroule à cette époque, avec un bon scénario et tout le reste, ça coûte très cher. Oui, 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 oui. Ça coûte très cher. Et mec, j'ai une autre question pour toi. Mec, dis-moi. D'accord? J'adore les raisons que tu m'as données pour lesquelles tu as commencé le jeu. Quel niveau de satisfaction personnelle as-tu eu avec ce projet? Une fois terminé, qu'en sort-il? Voyons voir. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je suis vraiment capable d'y répondre maintenant. Ce que je peux te dire, c'est que si je repense à il y a 3 ans, quand je commençais tout ça, et tout ça, je me dis que j'étais un enfant. C'est-à-dire vraiment, hein? Je veux dire, je pense à tout ce que j'ai appris, à tout ce que j'ai mûri, à tout ce que... Je veux dire, je me sens un peu comme si je revenais de la guerre, tu vois. Rien qu'avec ça, je crois que ça a déjà été très, très, très enrichissant sur le plan personnel. La deuxième chose, tu vois, c'est un peu le rêve de ma vie. Je te l'ai déjà dit, c'est la première fois que j'ai écrit sur un jeu de ce style. J'avais 16 ans. Ça a été fait, ça a pu être réalisé. Combien de personnes et de voix intérieures? Non, combien? Petit Grillon te disait, ça ne marchera jamais. Laisse tomber, abandonne, fuis, trouve-toi un travail sûr, même s'il est moins bien payé, ou même si c'est comme ça, ou même si tu ne supportes pas ton patron, peu importe. Mais fuis, fuis parce que tu n'y arriveras pas, fuis parce que ça ne va pas marcher, fuis parce que tu dois peut-être prendre une décision que tu ne veux pas prendre. Et donc cette voix, si tu es entrepreneur, boum, 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 tu l'auras toujours là. Malgré tout, nous l'avons fait, il faut aussi le préciser. Tu parlais de ma satisfaction, mec. Ma satisfaction n'est pas seulement la mienne. En fait, ce jeu, au fond, c'est un projet collectif. Nous sommes nombreux dans l'entreprise. Je suis le directeur et producteur du jeu, mais c'est grâce à notre équipe que nous avons pu le réaliser. Et je trouve aussi juste de reconnaître leur travail, parce qu'ils se sont vraiment démenés pour pouvoir le sortir. Parce que c'est aussi intéressant, même si en ce moment on peut avoir l'impression que c'est un projet très personnel, à moi. C'est aussi devenu le rêve de leur vie, qui est de mener à bien un jeu vidéo. Tout le monde ne peut pas dire ça, non? Cela va plus loin. Au-delà du bénéfice économique et du fait que des gens y jouent et que ça change leur perspective. Ils se disent alors, allez, écoute, la légende noire c'est une bêtise au-delà de cet aspect-là. Évidemment, il faudra faire le bilan, non? La satisfaction personnelle, je te le dis, et celle de l'équipe, c'est-à-dire, c'est une joie immense. Des questions plus courtes et précises m'intéressent beaucoup. Tu as dit que tu l'as présenté là-bas à Bilbao, n'est-ce pas? Pour que les gens puissent jouer et les gens ont trouvé ça amusant. Oui, assez. Oui, n'est-ce pas? Oui. Tu ne peux utiliser qu'un seul personnage? Il y a des moments où tu changes de personnage. Oui. Peux-tu utiliser Hernan Cortés à un moment? Non, ça, non, putain, mec, non, en fait, non. Parce que on essaye aussi que tu ne contrôles pas un personnage historique, c'est-à-dire les personnages historiques. Disons que leur comportement est fixe, mais le comportement que tu aurais à cette époque-là, ça, c'est toi qui le choisis, non? C'est quelque chose de très puissant dans les jeux vidéo. Tu as des options à choisir? Non, tu ne peux pas choisir, c'est-à-dire tu ne peux pas changer le cours de l'histoire. Mais disons que dans tout jeu vidéo,
Au final, bien sûr, ce n'est pas comme dans un film, une série ou un roman. Tu vois un gars sauver le monde dans un jeu vidéo, c'est toi qui sauves le monde. Tu vois? Ça, c'est déjà une distinction très importante au moment de construire un personnage. Je suis vraiment partisan que les personnages historiques ne soient pas jouables et que le personnage jouable soit fictif. D'ailleurs, si tu y réfléchis, ils le font souvent aussi. Dans les romans historiques, le protagoniste est normalement un personnage fictif et ensuite, bien sûr, pour ne pas, il entrelace sa vie avec différents personnages historiques. Tout à fait. Tout à fait. Je veux que tu me dises quand le jeu sortira sur le marché. Le 9 octobre, Le 9 octobre, quand nous lancerons cette émission, il sera effectivement déjà sorti. effectivement, donc il est déjà en magasin. Pour l'acheter, il sera disponible sur Steam et sur la boutique numérique de Nintendo Switch. D'accord. Alors, je veux que tu me dises et que tu me décrives quelle expérience vont vivre tous ceux qui joueront à ce jeu et qui l'achèteront. Je veux que les gens achètent, je veux que tout mon public, s'ils aiment les jeux vidéo, soutiennent ce genre de projet. Pas seulement pour la qualité du jeu que je n'ai pas essayé, vraiment. Je ne vais pas vous mentir, mais moi je vais y jouer. Je vais l'acheter uniquement et exclusivement parce qu'il me semble d'une importance vitale de soutenir des projets qui s'attaquent. Une vision qui nous fait du mal, qui nous nuit, qui nous rabaisse. Et c'est le complexe historique qu'ils ont insufflé dans notre psyché collective. Donc tous ceux qui n'achètent pas ce jeu et qui aiment les jeux vidéo, ce sont des bétonidas, qu'ils le sachent. Peux-tu me rappeler la question que je t'ai posée tout à l'heure? Écoute, tout d'abord, je pense que l'idée que les gens doivent garder à l'esprit, c'est si tu as toujours été en train de réfléchir. Merde, ce serait génial qu'ils fassent un film sur les grands exploits de l'Empire espagnol. Comment l'Amérique fonctionnait alors? Tu y as déjà pensé? Et merde, ce serait génial qu'il y ait un film qui parle de ça, ou un jeu vidéo qui parle de ça, un Assassin's Creed qui parle de ça. Mec, eh bien tu l'as, c'est ce plus ultra legado. Alors si tu veux le soutenir, soutiens-le, achète-le. Et en plus, tu vas l'aimer, parce que c'est un jeu dans lequel tu vas vraiment t'amuser. D'explorer le nouveau monde, de relever des défis, d'affronter la nature, tous ces grands paysages, et bien sûr, tous les rouages. Tous les problèmes qu'il y avait entre les différents peuples indigènes, entre les différentes factions espagnoles, etc. C'est aussi une façon de comprendre notre... Et on peut aussi apprendre l'histoire à travers le jeu. Tout ce qu'il y a dans le jeu est 100% historique, c'est-à-dire que le déroulement de l'histoire est très bien documenté. Non, non, je ne vais pas inventer que Tenochtitlan était faite de merde. Non, bien sûr que non. Nous, on s'est énormément documenté, pas seulement sur les faits historiques eux-mêmes. C'est-à-dire qui étaient les personnages, ce qu'ils disaient, comment ils ont fait les choses et pourquoi, et disons les dialogues qu'ils avaient entre eux. Mais aussi comment ils s'habillaient, l'art, l'apparence des bâtiments, à quoi ressemblaient Tenochtitlan et Tlaxcala à cette époque. D'une certaine manière aussi parce que, tu vois, malgré l'importance de cette époque, et que nous avons tous plus ou moins dans la tête une image de cette conquête du Mexique. Aucun grand film ni grande production audiovisuelle ne nous a représentés. Si tu penses à la Seconde Guerre mondiale ou à l'Empire romain, on a plein d'images en tête, mais pour tout ça, pas autant. C'est plus difficile pour nous. Alors, nous aussi, d'une certaine manière, nous avons voulu nous appuyer beaucoup sur l'histoire pour pouvoir faire une reconstitution la plus fidèle possible. Tout est-il vraiment 100% historique? Cela dépend de la définition de 100% historique. Des absurdités comme celles que tu disais, il n'y en a plus. Un hallebardier espagnol en armure ne sautait pas 4 fois sa hauteur. Mais Macho est un jeu de plateforme, sinon ce serait ennuyeux. Écoute, mais Troncoso, c'est évident. C'est pour ça, comme je te dis, c'est toujours là. On prendra quelques libertés, mais ce n'est pas une manipulation historique. Mais si tu veux dire s'il y a des choses que... Tu penses que la faction indigéniste va être offensée? Est-ce que tu rends justice à l'importance des indigènes dans la conquête de l'Amérique? En réalité, contrairement à ce que beaucoup pensent, les indigènes furent les conquérants. Hernán Cortés et ses Espagnols ont servi de cohésion pour les peuples opprimés par l'Empire mexicain. Écoute, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais quand je fais tout ce travail de lecture et tout ça, évidemment, je me rends compte que ce n'est pas une conquête. Pas au sens habituel, disons. C'est-à-dire que ce sont les propres Mésoaméricains, les propres peuples mésoaméricains, qui se rallient à Hernán Cortés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, je finis par devoir me documenter énormément sur beaucoup de ces peuples indigènes, principalement les Mexicas, les Totonacs, les Tlaxcaltèques, qui sont les 3 représentés dans le jeu. D'accord, il y en a eu d'autres, mais on ne peut pas tout inclure, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, à force de te documenter là-dessus, tu finis par en savoir plus, à tirer des conclusions, et tu finis aussi par tomber amoureux de ces cultures. Et donc, ça me fait comprendre que c'est ça, et pas autre chose, la vraie richesse de l'hispanité, tu vois. Parce que ces peuples, regarde les Mexicains, ils ne s'allient pas avec Cortés, tu vois. Au contraire, ils lui tiennent tête et tout. Malgré tout, après la conquête, ils deviennent le bastion de l'Empire. La capitale de la Nouvelle-Espagne s'installe à Tenochtitlan, qui devient Mexico. Et les grands militaires? Beaucoup d'entre eux sont des Mexicas et des Tlaxcaltèques qui n'avaient jamais fait partie de la même société. Mais maintenant, oui, tu vois, ensemble, ils fondent le Nouveau-Mexique, appelé Nuevo Mexico, avec de nombreux Mexicas dans les troupes et conquièrent aussi les Philippines. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, au final, c'est qu'inévitablement, si tu veux démonter la légende noire, tu dois aussi parler des indigènes. Ce n'était pas un exploit purement espagnol, car il n'impliquait pas que des personnes nées dans la péninsule ibérique. C'était des gens nés dans la péninsule ibérique et des gens de Mésoamérique. Puis, par extension, l'Empire espagnol accueillait des personnes du monde entier. En plus, lors de la conquête du Mexique, il y avait des gens qui étaient africains. Donc, ça n'a pas de sens d'avoir une vision nationaliste ou raciste. C'est tout le contraire, l'hispanité, c'est tout le contraire de ça. Je suis complètement d'accord avec toi, messieurs. Sachez que dans ma communauté, Diego Ponga et le graphiste du jeu viendront faire un live exclusif pour vous. Tous ceux qui rejoindront la communauté via le lien épinglé ci-dessous auront l'opportunité de poser des questions aux créateurs de ce magnifique jeu. Je veux que vous sachiez que le lien pour acheter le jeu directement sera épinglé dans la description. Diego, mon frère, Félicitations pour le projet. je suis ravi de t'avoir fait cette interview. On voit que tu as de la passion, des connaissances et surtout beaucoup d'envie de faire le bien. Et je suis convaincu que vous allez cartonner avec ce jeu. Et je suis heureux, dans la mesure du possible, même modestement, de pouvoir t'aider à ce qu'il atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Eh bien, merci beaucoup, et merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir donné la parole. De rien, mec. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans le prochain épisode de La Factoria. Merci.